Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un stream. Vous avez vu, c'est un événement particulier. On est aujourd'hui non pas dans mon bureau comme d'habitude, on a souhaité avec la levée d'un certain nombre de règles sanitaires pouvoir dorénavant faire ce face-cam dans des lieux différents, vous faire découvrir avec nous des lieux emblématiques de la police, de la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur. Et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être à Écully. Écully, tous les policiers et les gendarmes savent où c'est près de Lyon et c'est le siège de la police scientifique, du service national de police scientifique. J'ai avec moi Pierre, que je vous présenterai dans un instant, qui se présentera à vous d'ailleurs dans un instant, qui est commissaire de police, comme le montre sa tenue de policier, et qui vous expliquera tout sur ce service et qui est un des meilleurs experts de la police scientifique en France. Moi, je suis arrivée tout à l'heure à Écully. J'ai eu la chance de visiter tout un tas de services fantastiques. Je pense que je vous en parlerai sur Instagram, en story et en photo dans les jours et dans les heures peut-être, dans les semaines à venir. C'est vraiment un service fantastique et on avait envie de partager avec vous l'expertise, les métiers, les compétences de ce service très particulier. On parlera aussi de la filmographie, des séries, les experts et autres. Il y a tout un imaginaire autour de la police scientifique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? On abordera tout ça ensemble aujourd'hui. Merci encore Pierre de nous accueillir. Merci à toutes les équipes du service national de police scientifique de nous accueillir aujourd'hui. Alors Pierre, avant de te présenter, est-ce que tu peux nous dire où on est? Je ne sais pas si les viewers voient derrière nous. Il y a tout un tas ici de matériel fantastiques, phénoménaux, techniques. Autant vous dire que moi, je suis experte de pas grand-chose. Je ne comprends pas forcément tout ce qui m'entoure. Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui dans cette pièce particulière? Bien sûr. Bonjour Camille, bonjour à tous. Bienvenue à la police scientifique à Écully. Donc ici, on est en direct en fait d'un de nos laboratoires centraux, qui est le laboratoire central de criminalistique numérique. On est donc sur un plateau technique où nos experts travaillent notamment sur tout ce qui est traces numériques, tout ce qui est données contenu dans notamment des appareils connectés, des téléphones portables ou des ordinateurs. Donc on va à l'intérieur des systèmes techniques, téléphone, ordinateur, pour essayer de trouver des preuves. C'est ça la police scientifique, l'objectif, trouver des preuves? Alors voilà, la police scientifique, son objectif est d'aider les enquêteurs, d'aider toutes les enquêtes en apportant des éléments concrets, des éléments objectifs, matériels, scientifiques, qui permettent d'atteindre une vérité judiciaire pour ensuite qu'au niveau du procès, il y ait le moins de discussions possible. D'accord, très intéressant. Alors Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, tu es commissaire de police, comme on le voit sur ton galon qui est ici, en tenue d'état-major de policier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant dans la police? Pourquoi ce choix de t'orienter vers la police scientifique? Qu'est-ce que tu y trouves comme attrait, comme intérêt professionnel? Alors, je suis rentré dans la police en 2003. Après avoir fait des études de droit à l'université. Presque 20 ans, je crois qu'on a une médaille au bout de 20 ans, je me trompe pas? Oui, je crois qu'il y a la médaille de la police nationale au bout de 20 ans. Ça va faire un peu plus de 15 ans maintenant que je suis en service actif. Donc après des études de droit jusqu'à un Master 2, Bac plus 5, et puis ensuite le concours de commissaire de police que j'ai passé en 2003. On intègre ensuite l'École nationale supérieure de la police qui se trouve d'ailleurs juste à côté d'ici, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où on a 2 ans de formation théorique et pratique, évidemment, avec beaucoup de stages. Et puis ensuite, j'ai choisi, moi, une carrière vraiment dédiée à l'investigation, c'est-à-dire aux enquêtes. Et pendant 15 ans, j'ai été dans différents services d'enquête. Donc commissaire de police judiciaire, c'est ça? Alors, j'étais tout d'abord dans un service qui s'appelle la Sûreté départementale, qui est un service de commissariat, mais qui traite de la délinquance du quotidien, tout ce qui est vol à la tire, violence aux personnes, violence faite aux mineurs, trafic de stupéfiants, tout ce qui est délinquance du quotidien, dans un commissariat. Et puis ensuite, pour progresser, j'ai pu partir en police judiciaire, où là, j'ai travaillé à Reims, en Champagne-Ardenne, sur tout ce qui était trafic international de stupéfiants, crimes, braquage, vol à main armée, voilà, sur la criminalité organisée. D'accord, donc la grande criminalité nationale, internationale. Alors je salue tous les viewers qui se connectent et bonjour à tous, moi aussi, je manque à mes devoirs et je vous salue tous les nouveaux arrivants dans ce stream. Alors Pierre, tu nous as dit 15 ans d'investigation, comme on dit, de police judiciaire avant de rejoindre ce service de police scientifique. En fait, tu connais les besoins, j'imagine, des enquêteurs
Et là, la police scientifique vient aider à apporter les preuves dans l'enquête, c'est bien ça? Exactement. En fait, en police judiciaire, j'ai travaillé plusieurs années à Lyon, où on s'est rendu compte, où je me suis rendu compte que de plus en plus, la police scientifique était incontournable. Que ce soit dans une enquête, je dirais, du quotidien, comme dans les enquêtes les plus techniques et les plus complexes, on a vraiment besoin de faire appel à des experts qui peuvent nous révéler des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, par exemple, des choses qui peuvent échapper à l'enquêteur dans un premier temps. Donc on a besoin de ces techniciens pour nous aider vraiment, nous apporter des éléments, des indices dans l'ensemble des enquêtes. Et puis surtout, on se rend compte que de plus en plus, il y a des infractions qui sont commises en lien avec le numérique, sur Internet, en lien avec l'informatique. Et là aussi, on a besoin d'experts vraiment spécialisés, comme ceux qui travaillent au laboratoire de criminalistique numérique, pour nous aider dans le cadre de nos enquêtes. Bah en tout cas, merci encore de nous accueillir. Moi, je trouve fantastique ce lieu et j'espère à tous vous donner envie de venir voir ce labo de police scientifique. Alors, on a déjà une première question qui te concerne directement, Pierre. Dans le stream, on te demande si tu es ICC. Alors, il va falloir nous expliquer ce que c'est ce terme ICC. Je pense que la personne qui pose la question connaît bien ce domaine. Est-ce que les commissaires de police, les officiers de police sont ICC? Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Alors, ICC, c'est un peu différent de ce qu'on fait au niveau de la police scientifique. C'est vraiment une compétence d'enquêteur. C'est les investigateurs en cybercriminalité qu'on retrouve notamment à la police judiciaire et qui font des enquêtes vraiment notamment sur le darknet ou bien sur les réseaux sociaux ou sur Internet, où ils font de l'investigation. Nous, notre rôle, c'est pas de faire de l'investigation, mais c'est d'apporter des éléments. C'est-à-dire que on nous apporte par exemple des téléphones qui sont cryptés, qui sont encodés, et notre rôle ici, c'est de réussir à casser ces codes, à décrypter pour extraire des données, et ensuite les mettre à disposition des enquêteurs, notamment des investigateurs en cybercriminalité ou d'autres enquêteurs. D'accord. Alors moi, avant de parler de cyber, je voudrais faire un peu d'histoire parce que la police scientifique, on a l'impression que on en fait depuis très longtemps. Alors moi, j'ai vu Paris 1900, la série que j'ai trouvée fantastique. D'ailleurs, je ne sais pas si, comme moi, vous l'avez vue. D'où ça remonte la police scientifique? Et j'imagine que ça change perpétuellement. Il y a des nouvelles innovations. On doit toujours se tenir informé de ce qui change, j'imagine. Alors, exactement, c'est une police qui est en plein mouvement et avec une marge de progression qui est vertigineuse. On ne sait pas encore ce qu'on sera capable de faire demain, mais on est sûr que ça progressera. La police scientifique, déjà, on a la chance et l'honneur de pouvoir dire qu'elle est née en France, en fait. On est vraiment un des pays fondateurs. On fait un petit cocorico, alors. On est vraiment un des pays fondateurs de la police scientifique, avec deux pères fondateurs, 1880, 1890, 1900, où on a eu à Paris un personnage qui est mis en scène notamment dans la série Paris Police 1900 qui était Bertillon, qui a créé l'anthropométrie, la signalisation des individus qui ont donné lieu ensuite aux fichiers d'identification, puisqu'il fallait absolument lutter contre la récidive qui était une vraie problématique à l'époque où on avait des malfaiteurs qui commettaient beaucoup d'infractions mais qu'on n'arrivait pas à identifier quand ils revenaient. Donc on a créé des photographies, des prises de mensuration, des fiches anthropométriques. C'est le début des fichiers, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et puis on a aussi une partie lyonnaise qui nous tient à cœur, puisqu'en 1910 a été créé à Lyon le premier laboratoire de police scientifique du monde, en 1910 dans les combles du palais de justice. Et là, c'est tout un autre travail qui est le travail d'analyse en laboratoire, qui fait partie aussi des grosses thématiques traitées par la police scientifique. En fait, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une innovation technique, par exemple la photographie à l'époque, et ben finalement la police scientifique, elle va intégrer cette évolution, cette innovation pour modifier ses pratiques et pour finalement être toujours dans le temps de la technologie, c'est ça? C'est exactement ça. Chaque innovation technologique peut être mise au service de la police scientifique. Donc la photographie, la vidéo maintenant, mais aussi des matières comme l'audio, comme l'informatique, qui sont des matières qui sont beaucoup plus récentes, mais sur lesquelles on travaille. En fait, on s'adapte aussi à la criminalité et on essaye de répondre grâce à nos innovations technologiques à tous les nouveaux types de contentieux et à toutes les nouvelles infractions qui sont commises. Merci beaucoup, merci dans le chat, merci à Diane en modération qui a posté le lien pour répondre à Emma qui avait des questions sur les concours, donc merci pour cela. Effectivement, en ligne, il y a beaucoup de choses. Alors, comment on devient scientifique au sein de la police nationale? Est-ce qu'il y a un concours particulier? Comment ça se passe pour rentrer? Est-ce qu'il faut avoir fait des études scientifiques déjà? Comment on est formé aussi à ce métier? Alors la police scientifique, la grande richesse de cette structure, c'est qu'elle mêle
des policiers actifs, des policiers scientifiques qui ont donc un bagage scientifique, des contractuels, des gens de la société civile qu'on fait venir pour leurs compétences, mais effectivement, on a une grande majorité de nos personnels qui sont des scientifiques, des techniciens de police scientifique, des ingénieurs de police scientifique, qui ont donc un bagage vraiment maths, sciences, et puis ensuite, en fonction de leur niveau d'études, ils passent les concours spécifiques de la Maths, police sciences, ça scientifique. peut être biologie, ça peut être physique, Exactement. informatique, j'imagine aussi. Tout à fait. On a différentes disciplines qui sont scientifiques au sens très large. On a biologie, physique, audio, vidéo, numérique. Ce sont des compétences qu'on recherche évidemment. Tout ce qui est son, phonétique également, parce qu'on travaille notamment pour essayer de récupérer des fichiers audio ou pour nettoyer des écoutes téléphoniques ou des bandes audio. On a besoin de spécialistes des ingénieurs du son, des spécialistes en phonétique notamment. On a aussi besoin de gens qui ont des compétences en animation même, puisqu'on a des technologies où on a besoin d'animer des scènes d'infraction qui ont été fixées par un laser pour faire de l'animation en 3D. C'est de la reconstitution en fait numérique de scènes de crime, je comprends bien. Exactement. On a plusieurs outils, on parlait de progression, on a des outils comme des lasers qui peuvent fixer une scène d'infraction ou une scène de crime en 3 dimensions avec un nuage de points, et pour animer ensuite ces nuages de points, ce qui nous permet d'étudier la scène sous différents angles, ce qui nous permet de faire des mesures, de prendre des mesures. On a besoin là vraiment de gens qui ont des technicités, des compétences particulières en animation par exemple. Ce qu'on peut voir derrière moi, c'est ce genre d'animation dont on peut avoir besoin pour mieux comprendre une scène de crime. Alors, si on reparlait un petit peu du terrain, parce que c'est là que tout commence, alors on peut prendre un exemple, ça peut être un meurtre, ça peut être un cambriolage. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui déclenche l'intervention de police scientifique? Et après, quelle est toute la chaîne finalement qui se met en œuvre pour venir aider l'enquête? Eh bien, la police scientifique, elle intervient vraiment tout au long de l'enquête et dès le début, quand les enquêteurs, les policiers sont appelés sur une scène d'infraction, une découverte d'une personne notamment qui a été tuée, évidemment, les officiers de police judiciaire qui vont mener l'enquête viennent sur le terrain avec des policiers scientifiques, des experts donc, qui vont procéder aux constatations. Et l'objectif, c'est de révéler des traces, c'est d'aller à la recherche de ces traces. Il y a vraiment cette idée de quête, comme dans une enquête judiciaire. Nous, on recherche vraiment la trace, ce qui peut échapper à l'œil nu. Donc on a du matériel qui doit nous permettre de passer en revue toute une scène. Le plus important d'abord, c'est évidemment de ne pas polluer nous-mêmes la scène. On dit comme ça, polluer la scène, c'est le terme technique. Exactement. Et donc il faut qu'on se protège. On a donc des équipements, des combinaisons pour ne pas laisser d'éléments, évidemment. Et puis, c'est les grandes combinaisons blanches que l'on voit comme à la télé pour le coup. Exactement, là c'est vraiment bien repris dans les séries. Donc il y a ce travail déjà de préservation de la scène. Et puis ensuite, il faut qu'on récolte les différents éléments. Donc on a du matériel pour ça. On regarde évidemment tout ce qui se passe. Ensuite, on a ce type de lampe Crime Light qui envoie en fonction de la longueur d'onde et de la lumière avec des lunettes à filtre. On peut révéler des fluides biologiques, des traces suspectes, des fibres qui sont invisibles à l'œil nu et qui ensuite nous permettent de faire des prélèvements. Et généralement, ça on le retrouve aussi dans les séries, à chaque fois qu'on trouve un indice, on met un cavalier de ce type-là au sol ou ailleurs. Donc ça s'appelle un cavalier. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on voit dans les séries, effectivement, je reconnais bien. Alors si je comprends bien, il y a les traces, pour reprendre le mot que tu utilises. Il y a ce que l'on voit, et là on va réaliser des prélèvements, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, on utilise du matériel particulier pour essayer de les révéler et de les prélever aussi à ce moment-là. Tout à fait. Donc la première des choses, c'est vraiment notre premier travail, c'est le travail d'identité judiciaire. On se déplace sur le terrain pour trouver des éléments qu'on voit ou qu'on ne voit pas, notamment des traces ADN qui sont évidemment invisibles à l'œil nu. Mais quand on imagine que quelqu'un a pu s'appuyer sur une porte ou sur un mur, on écouvillonne, c'est-à-dire qu'on gratte les traces où on pense pouvoir récupérer un élément d'ADN. Avec un petit coton-tige. Exactement, qu'on place sous scellé. Ça, c'est le travail des agents préleveurs. On peut prélever également de l'odeur, puisqu'on a des chiens qui peuvent nous aider dans certaines enquêtes. Quand un individu est passé dans un véhicule notamment, ou quand il s'est assis sur un canapé, nécessairement, il a laissé son odeur. Et on a des agents préleveurs qui viennent sur les scènes d'infraction, ou lorsqu'on découvre des véhicules volés, qui posent des tissus pendant un certain temps,
et qui emprisonne l'odeur du suspect ou de la personne qui est passée sur les lieux. Donc il y a vraiment une multiplicité de moyens pour retrouver des traces, et il y a notamment ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est les traces numériques, puisque quoi qu'on fasse, où qu'on aille, en utilisant nos objets connectés, nos téléphones, on laisse une trace de notre passage quelque part, et là-dessus on travaille énormément en tout ce qui est criminalistique numérique. Alors, dans le chat, quelqu'un demande, je ne sais pas si tu peux me répondre, mais combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher? J'imagine tout ça, ça a un prix, bien entendu. Alors, je pense que tu ne peux pas nous donner un montant, mais vous avez assez de budget. Je sais que parfois, on limite le nombre de prélèvements pour ne pas venir engorger inutilement aussi les laboratoires. Mais j'imagine que tout ça, ça coûte effectivement, mais c'est devenu nécessaire aujourd'hui, j'imagine. Bien sûr, pour s'adapter à la menace, on doit évidemment avoir des budgets conséquents pour nous permettre de répondre aux victimes, en fait, parce qu'on travaille pour ça, pour résoudre des enquêtes, pour faire en sorte que des victimes puissent obtenir réparation, en tout cas que des auteurs d'infractions puissent être interpellés. Donc on a des budgets conséquents, évidemment. Puisqu'on fait de la recherche aussi, on est un service policier et scientifique, on a des chercheurs, et pour l'innovation, ils ont besoin évidemment de matériel, de moyens. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que pour la délinquance de masse, c'est-à-dire des infractions qui se commettent tous les jours, des vols à la roulotte ou des dégradations, évidemment, on ne lancera pas toute la gamme des moyens qu'on peut mettre en place. Oui, on priorise aux affaires les plus graves. On évoquait tout à l'heure un meurtre, là on va tout déployer. Par contre, si c'est le véhicule qui a été abîmé, j'imagine qu'on va faire quelques prélèvements, mais pas beaucoup, pour pas engorger la machine de la police scientifique. Ça, je pense que tout le monde le comprend bien. Et quand on est, alors je lis en même temps dans le chat, Emma, ton commentaire, et quand on est dans la police scientifique, est-ce qu'on peut aller sur le terrain et après aller faire les recherches? Alors voilà, je comprends, Emma, je me permets, je reformule la question. Est-ce que c'est les mêmes scientifiques qui font les prélèvements sur le terrain et ceux qui font les analyses en laboratoire? Je pense que c'est ça ta question, Emma. Oui, alors ça c'est une bonne question. Les trois métiers de la police scientifique, j'ai parlé du premier, c'est les prélèvements, les constatations sur le terrain. Le deuxième grand métier, c'est l'analyse dans nos laboratoires et sur nos plateaux techniques et dans notre laboratoire que vous pouvez voir ici. Et puis le troisième grand métier, c'est la comparaison dans nos fichiers des éléments qu'on a réussi à détecter, à révéler dans nos laboratoires. Évidemment, nos agents de police scientifique se spécialisent dans l'une ou l'autre des matières, mais il peut arriver au cours d'une carrière qu'une personne qui a commencé sur le terrain souhaite venir ensuite en laboratoire. Et c'est très important cette émulation. On est toujours plus performant quand on connaît un peu les autres métiers de la police scientifique. Et ce qui est vraiment chouette à Écully, c'est qu'on a on mêle tous ces métiers, toutes ces connaissances, et il y a une acculturation entre les personnels qui est vraiment qui fait plaisir à voir. Donc Emma, pour répondre à ta question, oui, on se spécialise, mais au cours de sa carrière, on peut changer. Donc c'est plutôt notre chose, et même c'est conseillé de changer, ça permet de comprendre ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Merci en tout cas, Emma, pour ta question. Alors aussi, moi j'en ai une autre qui n'a pas été encore posée dans le chat. Des laboratoires comme ici, comme à Écully, alors c'est le siège, c'est emblématique, mais est-ce qu'il y en a ailleurs en France pour la police? Oui, alors Écully, on est le service central, mais on a une déclinaison territoriale évidemment de notre structure. On a effectivement 5 laboratoires de police scientifique répartis en France. Il y en a un à Lille, un à Paris, un à Lyon, un à Toulouse et un à Marseille. Un peu partout en France. Un peu partout en France. Parce que tu m'as dit le nord, le sud, l'est. Exactement. Sauf les Bretons, il n'y a pas de labo en Bretagne, désolé. On essaye de couvrir toutes les zones et on a des laboratoires qui sont notamment spécialisés dans tout ce qui est analyse génétique, mais toutes les autres disciplines, la balistique, la toxicologie, les recherches en stupéfiants, les recherches en chimie, les recherches sur des produits marquants, des peintures. Il y a vraiment une sphère très très étendue de compétences dans ces laboratoires. Et puis en plus de ça, on a partout en France, mais qui dépendent pas directement de nous, mais qui dépendent des commissariats, on va dire, de police. On a des plateaux techniques qui, eux, sont spécialisés dans la révélation de traces papillaires, c'est-à-dire d'empreintes digitales. Donc, partout sur le territoire, on a des services de police scientifique qui travaillent sur ces thématiques-là. On n'entend rien. Ah, bon. Tu es le seul à nous dire qu'il y a un problème de son. On va voir si on peut améliorer ça. Merci en tout cas de ton commentaire. Alors moi, j'ai bien entendu les empreintes. C'est un peu partout en France qu'on peut le faire. On me dit non. On me dit que le son, il fonctionne bien.
Ouais. Donc désolé, tu dois avoir toi un problème de son parce que on me fait signe que a priori il n'y a pas de problème ailleurs de connexion. Parlez plus proche du micro. Ah non mais je t'explique pourquoi je suis pas plus proche du micro, c'est que je veux arriver à vous montrer ce magnifique laboratoire. C'est pour ça que je suis un petit peu loin. Mais promis à ce moment-là, je vais parler plus fort. Mais je crois qu'il faut aussi que tu montes ton son. En tout cas, merci pour ton commentaire et j'espère que ça va aller mieux. Alors, les empreintes digitales, c'est important. Moi, tu as parlé d'un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la balistique. Est-ce que tu peux me dire ce que vous faites sur la balistique? C'est l'étude des armes pour savoir si cette arme a servi au meurtre. C'est ça en fait que vous faites? Alors exactement, on fait là aussi, il faut quand on va sur une scène d'infraction, une scène de crime, être très vigilant pour retrouver tout ce qui est munitions, cartouches, balles qui auraient pu servir ou armes. Et quand on récupère ces éléments-là, on peut, pour ce qui concerne les munitions, faire des tirs de comparaison, essayer de déterminer de quel type d'armes elles peuvent venir, ce qui nous donne une idée sur l'arme qui a été utilisée pour le meurtre. Et puis on peut aussi, quand on récupère des armes, vérifier leur provenance, vérifier si elles ont été modifiées, et puis savoir surtout si elles ont pu servir à d'autres crimes ou à d'autres méfaits. Donc on fait des rapprochements grâce à des fichiers spécifiques qu'on a développés, et d'ailleurs qu'on diffuse au niveau international parce qu'en termes de balistique, on est vraiment innovant et précurseur. Donc ouais, on fait de la balistique dans nos laboratoires. Et puis ça permet aussi, on fait aussi de la balistique, ce qu'on appelle balistique lésionnelle. On étudie également les blessures qui ont pu être causées par certaines armes en fonction des trajectoires. On peut déterminer en fonction des blessures quelle arme aurait pu ou quel calibre de munitions aurait pu causer ces blessures-là. Et ça, les trajectoires de mes mémoires de cours de mathématiques, c'est quand même très compliqué à calculer, donc j'imagine que vous avez des experts aussi pour calculer tout ça. Exactement, et c'est vrai que quand on numérise des scènes d'infraction et quand on peut avoir une vision 3D grâce à nos matériels, ça nous permet de déterminer des trajectoires aussi, de prendre des mesures. Alors on me demande où se trouve ce laboratoire, donc c'est Écully, si vous cherchez sur internet c'est ECU2LY et c'est tout près de Lyon en fait, c'est à un quart d'heure à peu près du centre de Lyon, donc c'est le siège du service national de police scientifique. Et tous les policiers et les gendarmes connaissent ce lieu. C'est vraiment le site emblématique pour la police scientifique en France. Peut-être même à l'international. Je pense que nos policiers, nos gendarmes étrangers aussi connaissent ce site parce que c'est vraiment des experts. Et d'ailleurs, tu me le disais tout à l'heure, quand on a pris le café juste avant le stream, tu me disais, ici, il y a des stars internationales d'expertise qui connaissent sur le bout des doigts certains sujets. Est-ce que tu veux nous en parler? Sur quoi ils sont vraiment super bons ici? Bah, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a vraiment des gens qui ont un très haut potentiel en termes de bagages scientifiques. On a des personnes qui ont des doctorats en phonétique notamment. On a des experts en balistique qui ont créé des fichiers de rapprochement qui intéressent d'autres pays du monde. En termes de biologie génétique aussi, on a des gens qui sont vraiment à la pointe, puisque maintenant, on va vers le portrait robot génétique, c'est-à-dire qu'en partant d'un ADN, on peut retrouver des caractéristiques morphologiques ou physiques qui peuvent nous mettre sur la piste d'un suspect. Et donc, tout ça, c'est de la recherche scientifique qui demande du temps, qui demande de l'investissement, de l'implication. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir, et notamment avec lui, ce type d'experts, hein, comme dans nos laboratoires également, qui ont vraiment des spécialités très marquées et qui permettent de faire avancer la police en général. Eh ben, bravo à eux. Merci aussi, je tiens à le dire devant tout le monde, merci à eux de travailler pour le service public parce que j'imagine quand on a ce haut potentiel et ces compétences, on aurait peut-être des salaires beaucoup plus élevés ailleurs dans des entreprises privées. Mais ces stars-là, pour reprendre ton expression, ils choisissent de travailler pour le bien collectif, pour aider à résoudre les enquêtes. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Donc bravo et merci. Alors, on a une question très intéressante, je trouve, sur les fichiers, parce qu'on en a parlé. Il y a plusieurs fichiers de police, notamment pour stocker les empreintes digitales, les empreintes génétiques, donc les ADN. Comment ça marche tout ça? Est-ce que c'est stocké sur des serveurs? Est-ce qu'au bout de quelques années, ces prélèvements sont détruits? Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les prélèvements et les scellés qu'on détruit au bout d'un certain temps, mais je tiens à noter et à dire que pour les affaires les plus sensibles, ou bien pour les affaires qui ne sont pas élucidées, notamment les cold cases,
les scellés sur lesquels on retrouve des éléments biologiques, il faut les conserver au maximum parce que la police scientifique peut, des dizaines d'années après, retrouver des traces grâce à de nouvelles techniques. Donc on fait très attention en fonction des infractions. Et ça peut venir résoudre des enquêtes qui étaient au point mort parce qu'il y a des progrès justement en police scientifique et donc on arrive des années après à résoudre. Donc on garde pour les affaires les plus graves les prélèvements. Exactement. Par contre, dans les fichiers, tout ça, c'est encadré par la CNIL. Je m'y connais pas tellement, mais il y a des délais légaux. Nous, on respecte le droit à la lettre de toute manière. Exactement. Tout est réglementé, tout est contrôlé, tout est prévu par le législateur. C'est pas des décisions de la police. Tout ça, c'est la loi qui encadre ça. Et effectivement, il y a des délais au bout desquels des profils génétiques ou des empreintes digitales sortent des fichiers après un certain nombre d'années, après des temps de prescription. Voilà. Et là encore, ce qu'on intègre dans nos fichiers, c'est parfaitement encadré par les textes et par la législation. Alors, il y a un témoignage d'une ancienne camarade qui s'est lancée dans des études de graphologie, donc c'est l'étude de l'écriture, si je ne me trompe pas, et qui a changé de boutique en nous rejoignant. Voilà, c'est une belle expérience. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez que vous avez des compétences qui peuvent servir à la police scientifique, je pense que, comme beaucoup d'administrations, vous recrutez et qu'on peut envoyer spontanément son CV au service national de police scientifique, je pense. Bien sûr, oui, on a des spécialistes en documents écriture, en faux documents notamment, et puis en méthode de foulage aussi, pour savoir sur un document si on retrouve des traces en relief qui pourraient expliquer, qui pourraient indiquer que quelqu'un a écrit par-dessus ou écrit sur une feuille qui était en dessous d'un premier papier. Donc oui, on a des spécialistes. Omar Mathué, je ne sais pas si les jeunes qui nous suivent connaissent. Est-ce que c'est vous qui avez travaillé là-dessus? C'était dans les années 60, je ne me trompe pas? C'était un peu plus tardif. J'étais pas encore à la police scientifique, évidemment. Ça devait être début des années 90, je dirais. Bon. Mais c'est J'y étais pas tout à fait, vous m'excusez. Effectivement, une affaire célèbre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires où la police scientifique est appelée et requise par les services. Grâce à l'écriture, et c'est très intéressant. Alors on a Clara qui nous dit les plateaux techniques sont-ils les mêmes en police et en gendarmerie? Alors c'est très bien que vous en parliez. On est ici au sein de la police nationale. La gendarmerie a aussi des équipes scientifiques qui fonctionnent un petit peu différemment. C'est des gendarmes qui se spécialisent progressivement, qui sont techniciens TIC, on les appelle. Est-ce que les plateaux de technique sont à peu près identiques? Est-ce que tu le sais? Peut-être que tu ne le sais pas. Je ne sais pas si tu en as déjà visité. Alors, le maillage de la gendarmerie est un peu différent. Ils ont des plateaux techniques, évidemment. Alors, au niveau police, on a rationalisé. C'est-à-dire qu'on est maintenant à 56 plateaux techniques répartis sur le territoire national. La gendarmerie a toujours un plateau technique par département et le type de travail effectué dans ces plateaux est le même, sachant qu'on a des accréditations spécifiques, c'est-à-dire que nos techniques sont validées par le COFRAC et sont encadrées aussi. Donc au niveau police, je connais le processus. Au niveau gendarmerie, c'est quelque chose d'assez similaire. Oui, on retrouve ça en gendarmerie. Globalement, et pour faire court, pour ceux qui nous suivent et qui nous découvrent un peu, la plupart du temps, ça se ressemble assez entre la police et la scientifique, même s'il y a des histoires différentes, des modes de fonctionnement, des fois au quotidien différents, mais globalement, on fait à peu près le même travail. Alors une autre question, après un bac STL, si on continue en prépa bio, on peut passer le concours pour entrer en police scientifique? Alors oui, je pense. De toute manière, chaque fois que vous le pouvez, faites le maximum d'études. Ça vous permet d'accéder à des grades plus importants, des fois d'avoir plus de choix aussi dans les spécialités. Mais je sais qu'en police scientifique, on peut y entrer à différents niveaux, effectivement. Bien sûr, ouais, en fonction du niveau d'études. Il y a les postes de techniciens et d'ingénieurs qui peuvent être accessibles. Super. Alors, les séries policières collent-elles bien à la réalité? Ça, c'est une bonne question. Je pensais la garder pour la fin si personne l'avait posée. Est-ce que tu regardes des séries policières sur la police scientifique? Parce que tu fais ça toute la journée. Peut-être que le soir, tu n'as pas envie, en plus, de regarder Les Experts ou d'autres séries. Alors si, je pense que les policiers en général et dans la police scientifique, on est assez friands de ces séries. Moi, j'adore. On les regarde évidemment. Alors, est-ce qu'elles collent à la réalité? Pas toutes. Il y a des choses qu'on retrouve sur l'importance de la police scientifique. Je vais parler des séries américaines qui ont été les premières vraiment à s'intéresser à la police scientifique. Elles sont sur les technologies qui sont montrées ou la façon, l'implication des agents, des policiers scientifiques. Elles sont proches de la réalité. Alors évidemment, il y a certaines technologies qui sont encore de la fiction, mais je pense qu'on y arrivera un jour ou l'autre. Les seules différences,
c'est que nous, on n'a pas un expert compétent sur l'ensemble des domaines. Chaque expert, les matières sont tellement techniques et tellement complexes qu'on peut se spécialiser sur une ou deux techniques, mais pas sur l'ensemble des techniques. On passe pas du balistique aux empreintes Non. digitales, à l'incendie, à l'explosion, tout ça, c'est pas vrai. Non, il faut des années pour être vraiment performant dans sa matière. Et puis, c'est pas l'expert seul, c'est pas le scientifique tout seul qui mène l'enquête. Il peut pas tout faire non plus. Il y a toujours un binôme, un enquêteur, un expert qui travaille vraiment de concert pour résoudre les cas. Alors ça ne ressemble pas à Monk malheureusement, donc je confirme, ça ne ressemble pas à Monk ni à Hawaii 5.0. Alors Hawaii 5.0, moi je regarde et on est très très loin de la réalité, je vous rassure. Est-ce que c'est possible que des personnes qui travaillent dans la police scientifique peuvent se reconvertir en tant que commissaire ou pour aller sur le terrain? Ah bah c'est une bonne question, moi je sais répondre. Oui, on a des... Alors, il y a des passerelles, évidemment. Au bout de quelques années, en tant qu'agent de police scientifique ou technicien de police scientifique, il y a des possibilités pour intégrer le corps, par exemple, des gardiens de la paix ou bien des officiers de police, voire des commissaires de police. Il y a des concours en interne aussi, parce que dans la police, il ne faut pas oublier qu'on peut rentrer à un certain niveau, mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on peut progresser en interne. Donc évidemment, oui, il y a des collègues scientifiques qui passent côté policier actif. Alors il faut repasser les concours si je peux compléter. Moi j'ai un ami qui était ingénieur scientifique qui a repassé le concours, qui est maintenant commissaire de police. Donc c'est des choses qui existent, mais voilà, il y a faut franchir ce cap du concours, ça reste des concours difficiles, que ce soit gardien de la paix, officier, commissaire de police, ça reste des concours assez difficiles, mais il existe des voies internes notamment. Avec des matières ou des spécialités peut-être plus à la portée des gens qui sont déjà dans l'administration. Les qualités, on demande dans le chat, Fatima, merci pour ta question. Les qualités qu'on doit avoir comme technicien dans la police scientifique. Alors dans la police scientifique et la police en général, mais c'est vrai que pour les profils qu'on recherche, on a besoin de personnes qui soient rigoureuses, méthodiques, qui soient impliqués, qui aient envie de servir quand même et de résoudre des affaires. Parce que notre travail, c'est ça, c'est d'aider à résoudre des affaires judiciaires. Donc c'est ce sens du service public qu'il faut de toute façon avoir quand on rentre dans la police nationale, je dirais dans l'administration, mais surtout dans la police nationale. Cette envie de trouver ce goût de la quête qui est important. Être féru aussi de nouvelles technologies, d'innovation, être imaginatif. Être intuitif aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est important, mais l'intuition naturelle du policier scientifique, elle est fondamentale. C'est la base de toutes les innovations. Alors si on revient un peu sur ce qu'on disait sur les séries, moi j'ai vu quelque chose dans les séries, mais je ne sais pas si ça existe en France. Est-ce qu'il y a des malfrats, des délinquants qui cherchent à nettoyer leurs traces? Est-ce que c'est des choses qui fonctionnent ou ça, c'est tout dans notre imaginaire en fait? Alors oui, ça arrive. Quand j'étais en service de police judiciaire notamment, on avait souvent des braqueurs de banque ou des malfaiteurs qui, après leurs méfaits, brûlaient les voitures, les passaient à l'extincteur notamment pour effacer leurs traces. Donc ça arrive. Mais nous, on a des techniques pour contrer ça. Quand on retrouve une carcasse de voiture brûlée, eh bien, on peut tamiser les cendres pour essayer de retrouver des éléments, des projectiles qui auraient servi à la commission du crime. De même, en termes de cybercriminalité, on va dire, de tout ce qui est escroquerie sur Internet ou harcèlement, cyberharcèlement ou autre, en tout cas sur le support informatique, on a beaucoup de personnes qui cherchent à effacer leurs traces, à nettoyer, à se rendre anonyme aussi. Et là aussi, ça marche pas parce que tu me disais les ordinateurs, on laisse toujours une trace quelque part. On est toujours plus intelligent en fait que les délinquants quand on est bon en police scientifique. Il faut qu'on s'adapte, mais on arrive toujours à contrer, à trouver, à casser les codes et à trouver des failles ou des moyens de faire réapparaître des traces qui ont disparu. Par exemple, ici, on peut retrouver des traces sur des téléphones qui ont passé du temps dans l'eau, qui ont été brûlés, qui ont été tapés à coups de marteau. On arrive malgré tout à reconstituer, à retrouver des traces. Alors en venant, comme je venais de Paris et qu'Ulysse est près de Lyon, j'ai eu 2 heures de train, donc j'ai lu ce livre que j'ai trouvé à la bibliothèque avant de venir, pour tout dire. Et j'ai lu alors des choses fantastiques déjà. J'ai lu qu'on pouvait faire des prélèvements dans l'eau. C'est vrai ça? Alors, on peut faire des constatations en milieu aquatique, évidemment. Alors, il faut des machines, des outils particuliers.
On a notamment des services qui sont spécialisés là-dedans. On peut retrouver des choses, ouais, effectivement, dans les terrains les plus compliqués, avec des outils. On peut retrouver sous l'eau, on peut retrouver des personnes qui sont restées longtemps sous la neige ou ensevelies ou enterrées. On retrouve toujours des choses. On a une affaire notamment où on a réussi, grâce à des ossements qui avaient été retrouvés en Russie, d'identifier un ancien général de l'armée napoléonienne. On avait qui étaient morts il y a plus de 200 ans. Sur ces ossements, on a réussi à retrouver de l'ADN au laboratoire de Marseille. Et en comparant cet ADN avec des membres de la famille supposée de ce militaire, on a pu faire le lien et bien prouver que ces ossements retrouvés en Russie appartenaient à un général de l'armée napoléonienne mort lors d'une bataille il y a 200 ans. C'est fantastique. Des vieilles enquêtes, des cold cases ou des affaires même peut-être qu'on a oubliées parce que 200 ans c'est tellement loin qui peuvent être aujourd'hui élucidés. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est aussi de l'espoir. Ça montre que la science en fait éclaire d'un jour nouveau plein de choses et ça c'est super intéressant. Alors je lis un peu, je me suis laissée déborder par le chat là. La gendarmerie scientifique. Alors moi je vais vous répondre sur la gendarmerie, ça fonctionne un petit peu différemment. En fait, il n'y a pas de filière scientifique particulière dans la gendarmerie. Les gens qui font de la police scientifique au sein de la gendarmerie sont d'abord gendarmes et après ils se spécialisent. Mais ils font aussi de la police scientifique parce que pour les besoins de l'enquête, c'est important d'avoir ce type de laboratoire. Donc il n'y a pas de gendarmerie scientifique, il y a une spécialisation de gendarmes, mais c'est un fonctionnement un petit peu différent, même si au final le travail est réalisé. Une question un peu plus technique. Qui décide de procéder à telle ou telle technique? Est-ce que c'est un magistrat qui décide, un juge d'instruction? Comment ça se passe en fait entre les enquêteurs, la police scientifique et les juges qui sont les directeurs d'enquête? Alors c'est un travail d'équipe. Évidemment, les OPJ sont en charge de mener les investigations dès qu'une affaire débute, qu'on découvre un cadavre par exemple ou qu'il y a un cambriolage qui est commis. Les enquêteurs se déplacent avec les personnels scientifiques et ensemble, ils procèdent aux premiers actes, notamment aux constatations. Évidemment, les scientifiques sont là, les policiers scientifiques sont là pour conseiller, pour proposer, en disant voilà, on peut faire ça, il y a cette technique-là qui est plus appropriée, et puis l'OPJ décide, en lien avec le magistrat évidemment, qui peut donner ses directives, également, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Les policiers scientifiques et les officiers de police judiciaire travaillent vraiment main dans la main, se donnent des conseils, échangent beaucoup tout au long de l'affaire pour savoir ce qu'il faut prélever, à quel endroit il faut écouvillonner quand on a par exemple des habits sur des affaires sexuelles où on récupère des habits, il faut savoir à quel endroit on doit écouvillonner, ce qu'on doit récupérer comme affaire pouvant appartenir à la victime. Voilà, il y a vraiment tout ce travail de discussion, c'est un travail vraiment complètement commun entre police scientifique et enquêteurs. Alors, travail commun, police scientifique, enquêteur, magistrat, j'ai bien entendu. Une autre question dans le chat, est-ce que les laboratoires que tu décrivais, les 5 laboratoires, puis Écully ici, le siège emblématique du service national de la police scientifique, est-ce que tous ces laboratoires sont reliés entre eux? Est-ce qu'il y a comme une communauté scientifique finalement au sein de la police nationale? Exactement. Alors, cette communauté scientifique a d'autant plus de poids depuis le 1er janvier 2021, ce qui est tout récent, puisqu'a été créé ce nouveau service, qui est le service national de police scientifique, qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs de la police scientifique en France. Et on a donc nos 5 laboratoires qui travaillent en réseau, qui dépendent de la structure du service national de police scientifique, avec nos plateaux nationaux, le plateau de révélation des traces papillaires, donc des empreintes digitales qui est à Écully, notre laboratoire central de criminalistique numérique qui est ici. Mais effectivement, c'est une seule et même entité maintenant qui regroupe tous les acteurs de la police scientifique à la française. Eh bien super, merci encore. En tout cas, moi je suis très très contente d'être là. Je ne sais pas si on aura le temps à la fin du stream. Il y a plein de choses passionnantes derrière nous. Il y a, je pense, des prélèvements qui sont en cours ou des éléments techniques en cours d'exploitation. C'est assez fantastique à voir. Je ferai des photos et je les posterai en story sur Instagram de toute manière. Alors on nous demande, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de passer les concours. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui passe un concours externe sur des concours scientifiques? Alors, mais c'est ce que tu disais, ça recoupe un peu les questions sur les qualités qu'il faut avoir. Peut-être un petit conseil pour avoir un petit bonus au concours scientifique?
Il faut se tenir informé quand même de l'actualité aussi, c'est toujours important de suivre un peu ce qui se fait en innovation technologique, évidemment. Il faut avoir une idée un peu des affaires judiciaires un peu sensibles, un peu célèbres. C'est toujours bien de se replonger dans ce qui a été fait avant, puisqu'en fait, la police scientifique existe depuis, on va dire, les années 1900. Elle est en perpétuelle évolution, mais il y a des choses qui sont là depuis très longtemps et qui perdurent, hein, notamment les empreintes digitales, c'est quelque chose qui perdure. Donc voilà, il faut s'intéresser aussi, je pense, à l'histoire de la police, à l'histoire des sciences, à l'actualité, c'est important. Et puis ouais, il faut de la motivation, du travail, mais je vous garantis que le jeu en vaut la chandelle, hein. C'est quand même des métiers passionnants, ludiques. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas, je pense, c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant du privé, où il y a effectivement des scientifiques ou des ingénieurs qui se destinent à une carrière dans le privé. Vous ne retrouverez pas, je pense, l'excitation, le sens de l'utilité, le sens du service rendu aux victimes que vous retrouverez dans la police nationale et la police scientifique. Et ben c'est une belle plaidoirie de tout pour tous les scientifiques, en tout cas de la police. En gros, Fatima, moi j'ai un conseil pour toi pour le concours externe. Fais pas comme moi, révise tes enquêtes, Omar m'a tué, trouve la bonne date, révise tes grandes affaires marquantes de police scientifique. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une affaire police judiciaire qui est particulièrement marquante, où la police scientifique a complètement changé la donne et a été l'élément finalement qui a permis de résoudre? Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui te parle, ou une que tu as vécue toi personnellement, je ne sais pas? Alors, il y en a tous les jours, en fait. Tous les jours, la police scientifique, dans les affaires du quotidien, aide énormément à l'enquête. Je parlais du soldat de Napoléon, c'est pas une enquête judiciaire, mais c'est quand même quelque chose d'assez historique. On a, oui, grâce au progrès en termes d'ADN, et notamment en recherche en parentalité, on a pu découvrir sur certaines affaires, notamment une affaire qui avait eu lieu près de Lyon. On avait retrouvé le corps d'un nourrisson, d'un bébé, et on ne pouvait pas l'identifier. Donc il a fallu, grâce à l'ADN, réussir à retrouver d'où il pouvait provenir. Et en faisant des recherches en parentalité, on a pu retrouver finalement des membres de sa famille et pouvoir comprendre un peu ce qui s'était passé. Donc c'est des affaires qui permettent de donner un nom à une victime, c'est important, et puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis éventuellement de trouver les auteurs d'un crime quand il s'agit d'un crime. Et là, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure. On est là dans ces métiers au service des victimes pour faire apparaître la vérité, mais aussi pour que chacun fasse son deuil avec dignité, avec humanité. Et c'est pour ça que c'est un métier du service public. C'est vraiment un métier qui prend aux tripes, j'imagine, quand on le réalise. Il y a des échanges entre vous sur les concours, mais c'est très bien que vous en parliez entre vous, sur les niveaux bac, concours interne, voilà, qu'est-ce qui est le plus dur? Je vous laisse en parler entre vous dans le chat, effectivement. Si vous avez des bons conseils entre vous, n'hésitez pas, effectivement. Alors, tu parlais de l'étude des cadavres, tout ça, c'est une discipline aussi, j'imagine, les autopsies, les policiers scientifiques entrent en jeu, mais c'est surtout aussi la médecine légale. Là, on travaille avec le corps médical dans ces cas-là. Exactement, on travaille avec le corps médical dans ces cas-là. On a aussi à la police scientifique des unités opérationnelles très spécifiques qui travaillent notamment avec la médecine légale. On a des unités qui s'appellent les unités d'identification des victimes de catastrophes qu'on déploie lors de scènes d'attentats, de scènes de catastrophes, de crash aériens, pour identifier des victimes. Quand donc, il y a de multiples unité d'identification des victimes de catastrophes, donc c'est quand on a de nombreuses victimes, à la suite par exemple d'un attentat, du crash d'un avion. Exactement. On a une task force un peu, on peut l'appeler comme ça, de scientifiques qui vont aller essayer de remettre des identités sur les victimes. Exactement, et on travaille avec les familles évidemment, qui sont à la recherche de disparus, avec des médecins, avec des dentistes pour trouver des éléments qui permettent d'identifier de manière formelle des corps. Et là aussi, il y a un sens du service public important et il y a vraiment une empathie qu'il faut avoir, un professionnalisme évidemment. Et là aussi, on travaille avec d'autres scientifiques, avec des magistrats évidemment. Donc ça aussi, c'est une partie un peu spécifique de notre travail, mais on a ça aussi au niveau de la police scientifique. Alors on a Marwal Fan qui réagit justement, qui demande comment faites-vous face au dégoût, face à la mort, travailler quand il y a du sang, un cadavre, j'imagine, cette confrontation à la mort, ça doit être hyper difficile pour les policiers scientifiques. Oui, c'est quelque chose
que vivent tous les policiers, mais c'est vrai que les policiers scientifiques sont en première ligne, hein. Ils sont d'abord les premiers à procéder aux constatations. Donc évidemment, c'est quelque chose de difficile, de technique, parce qu'il faut rester absolument professionnel, hein. L'important, c'est de rester professionnel en toutes circonstances. Donc on fait très attention au suivi psychologique de nos agents. Il y a certaines disciplines où il y a des entretiens psychologiques réguliers, il y a des débriefings opérationnels qui sont très, très importants avec les agents, la hiérarchie, parfois des psychologues de la police nationale aussi qui viennent pour ce qu'on appelle nous débriefer, juste pour pouvoir parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Il y a des échanges entre nous, évidemment, entre collègues, c'est super important. La hiérarchie, évidemment, doit être très vigilante à ça et on est tous préoccupés par ça, mais on sait que ce sont des métiers difficiles, exigeants, où on doit faire attention les uns aux autres. On doit être bienveillant avec nos collègues parce que parfois ils vivent des choses qui sont effectivement dramatiques, mais ce qu'attendent les victimes là aussi, c'est qu'on soit avant tout professionnel. C'est très important. Une fois de plus, c'est un métier au service du public, au service des victimes et au service de l'enquête et donc de la vérité aussi. C'est ce qui anime tout le monde, apporter des preuves pour que les juges et la justice prennent les décisions adéquates. Alors, tu évoquais ce groupe d'identification des victimes de catastrophes qui, si j'ai bien compris, peuvent aussi aller à l'étranger Oui. quand il y a des ressortissants français qui ont été pris, par exemple, je pense à un attentat Oui. à l'étranger. Et on a une question dans le chat, justement, est-ce qu'on mène des enquêtes de police scientifique en coopération avec d'autres pays? Comment ça se passe, la coopération en police scientifique avec les autres pays, notamment européens, mais peut-être, je sais pas, avec les États-Unis ou d'autres grands pays? Bien sûr. Alors, elle se passe à plusieurs niveaux. D'abord, il y a beaucoup d'échanges. En fait, les personnels scientifiques, pour avancer, il faut créer de l'émulation. Donc, il faut confronter nos innovations, nos techniques, nos méthodes avec des pays partenaires. Il y a beaucoup de formations qui sont faites que la police scientifique diligente pour des forces de sécurité à l'étranger. Il y a des policiers étrangers qui viennent se former chez nous. Donc, c'est toute la partie formation. On participe à des structures de réflexion, des groupes de travail au niveau international, et puis on peut être déployé effectivement en cas d'atteinte à des intérêts français à l'étranger, ou bien en cas de victimes françaises à l'étranger. On s'est déployé notamment au mois d'août dernier pour l'explosion au port de Beyrouth, au Liban. Ah oui, au Liban, oui, on s'en souvient bien, effectivement. Donc on a une équipe des unités nationales d'intervention qui s'est déplacée pour procéder à des constatations, des prélèvements, d'identification de victimes aussi, c'est des choses qui peuvent se faire à l'étranger. Donc la coopération, elle est permanente et elle est très enrichissante. J'imagine aussi qu'il y a des scientifiques de l'étranger qui viennent ici, parce que je le disais une fois de plus, vous êtes un service tellement reconnu internationalement et nationalement que les policiers étrangers aussi viennent finalement échanger avec vous ici à Écully. Oui, bien sûr, c'est vraiment important. On a une division des relations internationales ici qui s'occupe de toutes ces thématiques. On a des sollicitations assez variées, assez multiples, et en partenariat bien souvent avec la police judiciaire, ou la préfecture de police, ou avec d'autres structures du ministère de l'Intérieur, on va pour des missions opérationnelles ou institutionnelles ou de formation à l'étranger. Donc en plus d'être scientifique, il faut parler d'autres langues? C'est un plus, évidemment, c'est un plus. Vous pouvez tous potasser vos livres pour passer les concours, hein, parce qu'il faut quand même être assez fortiche. Alors on a encore une question, alors là c'est peut-être à l'enquêteur que je vais la poser, donc aux policiers de police judiciaire. Une question un peu technique, quand l'action publique ne peut plus être mise en mouvement, prescription par exemple, est-ce qu'on continue les enquêtes? Bonne question. Quand c'est fini, ou tu disais tout à l'heure, on garde les prélèvements? Je ne sais pas si on va savoir répondre. Hein, ça dépend, il y a plusieurs choses. Ce qui est certain, c'est que l'idée générale, c'est quand on a les crimes les plus graves qui ne sont pas résolus, on fait en sorte juridiquement et judiciairement d'interrompre cette prescription pour faire en sorte d'avoir du temps. Faire durer le plus longtemps possible l'enquête, je comprends. Exactement, pour pouvoir exploiter des scellés, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une chose sur laquelle on travaille. Il y a une commission spécifique d'ailleurs qui a rendu ses conclusions sur les cold cases, la police scientifique y participait. Voilà, des conclusions qui ont été rendues au ministre de la Justice très dernièrement.
Donc on fait en sorte que aucune enquête, je dirais grave ou majeure, ne reste irrésolue. J'en profite pour faire un petit peu de promotion. Vous allez m'excuser, mais je ne sais pas si vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, mais on va bientôt lancer une émission avec M6 et avec RTL qui va s'appeler Appel à témoins, où justement on travaille sur des cold cases et sur des affaires anciennes. Avec les enquêteurs de police et de gendarmerie, on va relancer ces appels à témoins pour des enquêtes un peu anciennes où on pense qu'il y a des gens quelque part en France qui ont peut-être des informations pour nous aider à les résoudre, même des années après. Donc voilà, un petit peu de promotion. C'est le 7 juin en prime time à 21h05 sur M6. Les jours qui précèdent aussi sur RTL. Donc si vous voulez en parler autour de vous, nous on est persuadés qu'il y a encore des choses à faire pour les familles, pour que la justice puisse être rendue, pour qu'il y ait des nouvelles preuves, pour arriver à élucider ces enquêtes, parce que les enquêteurs ne baissent jamais les bras, même si c'est des enquêtes très difficiles, où il y a très peu d'éléments, ils continuent à travailler d'arrache-pied. Alors oui, c'est un peu comme l'ancienne émission d'Antenne 2, mais comme tu le dis, Antenne 2, c'était il y a longtemps, Marwal. Donc c'est un peu différent, c'est sur M6. Je pense que le traitement sera un peu différent, c'est avec Julien Courbet, mais il y aura sur le plateau, d'ailleurs peut-être j'en parlerai sur Twitch, peut-être qu'on fera une émission spécifique, ça, c'est une idée que vous me donnez. Il y aura les familles, il y aura les enquêteurs, il y aura les juges, c'est vraiment, on veut tous travailler ensemble pour arriver à résoudre les enquêtes, c'est l'objectif de cette émission. Je sais que c'est tabou en France, mais quel est le salaire moyen d'un scientifique? Non, c'est pas tabou les salaires. Je sais que vous avez même sur Twitch posé cette question à Olivier Véran il y a peu. Alors, est-ce que tu sais, les salaires des scientifiques, ça dépend aussi, je pense, le moment de sa carrière, entre le début et la fin, c'est pas pareil. Et peut-être son niveau d'études, j'imagine. Alors ça dépend. Alors les salaires, ils sont publics d'ailleurs, je pense dans l'administration. Oui. Je sais pas, les modos, si vous trouvez la grille de salaire, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est public, on doit pouvoir trouver un lien, mais peut-être un ordre d'idée. Alors ça progresse, mais ça part, on va dire, pour les fonctionnaires de police et scientifiques, on a des grilles indiciaires qui sont plus ou moins en adéquation, mais on part de 1700, 1800 euros, et puis il y a une progression jusqu'à 2500, 3000, 3500 euros au bout d'un certain nombre d'années d'expérience et en fonction de son grade. Et ce que je tiens à dire surtout, c'est que les salaires des hommes et des femmes sont les mêmes. Ah oui. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque dans la police scientifique, on a plus de 60% de femmes qui travaillent à tout niveau de responsabilité d'ailleurs. C'est bien de le dire. Et donc les salaires des hommes et des femmes au même grade, à la même expérience, sont équivalents. C'est bien de le dire parce que c'est absolument pas le cas partout, donc c'est bien aussi de rappeler ça, salaire équivalent femmes-hommes chez les scientifiques, et des corps extrêmement féminisés, donc tu as eu raison de le mentionner. Alors on nous demande, est-ce qu'on peut passer d'un métier de policier classique vers la PTS? Est-ce que ça se fait aussi dans ce sens-là? Tout à l'heure, on parlait dans l'autre sens, mais est-ce qu'il y a des policiers, je pense à des gardiens de la paix par exemple, qui à un moment disent « moi je veux être technicien de police scientifique » et qui repassent des concours, des épreuves qui, peut-être selon le bagage scolaire et universitaire qu'on a, ça peut être difficile, j'imagine, pour avoir les concours. Bien sûr, oui, ça se fait aussi dans ce sens-là. C'est quelque chose de possible. Dans l'administration, on peut vraiment passer d'un métier à l'autre. C'est ce qui fait aussi le sel de la carrière. C'est toujours intéressant de voir une autre facette du métier. Mais c'est vrai qu'à la police scientifique, pour le coup, moi j'étais jusqu'à présent, jusqu'il y a encore un an, j'étais policier, je dirais classique. Et là, je me considère quand même de plus en plus comme policier à coloration scientifique, on va dire. Donc, tout en restant commissaire de police, je touche à la matière scientifique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais je pourrais tout à fait faire le pas et passer le concours d'ingénieur de police scientifique. Alors, je suis peut-être plus dans les critères d'âge pour le passer en concours externe, mais enfin, il y a des possibilités dans les deux sens. Oui. Ok, super intéressant. Il y a beaucoup de questions sur le recrutement. Alors sachez de manière plus générale sur la police nationale que les concours aussi de gardiens de la paix sont ouverts actuellement et jusqu'au début du mois de juillet. Donc si vous voulez déposer votre dossier, ça prend, je crois que maintenant on peut faire la plus grande partie du dossier sur Internet. Donc c'est aussi le bon moment. Renseignez-vous, il y a des sites Internet, les modos l'ont mis dans le chat, mais renseignez-vous. Voyez aussi en fonction de votre bagage universitaire ce qui est le plus en adéquation avec vos souhaits de métier. Mais moi, ce que j'aime dans cette police nationale, c'est que finalement, on peut faire plein de métiers différents à différents moments de sa vie, à des endroits différents, dans des spécialités différentes. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie jamais.
Et puis c'est normal, à 20 ans ou 25 ans, on peut avoir envie de choses différentes qu'à 50 ans. Donc finalement, cette variété, c'est passionnant. Et en police scientifique, vous avez des gens de tout âge. J'imagine, vous n'avez pas seulement des jeunes qui sortent d'école. Bien sûr, on a besoin de toutes les compétences. On est très intéressé par des gens jeunes qui sortent d'école, qui sont vraiment férus de nouvelles technologies, qui ont un profil de fans de jeux vidéo par exemple, ça nous intéresse, mais on est aussi intéressé par des gens expérimentés, qui connaissent le terrain, qui sont allés sur des scènes d'infraction difficiles, qui savent garder leur sang-froid, qui restent méthodiques en toutes circonstances, qui puissent conseiller d'ailleurs les plus jeunes et puis transmettre leur savoir. Donc c'est vraiment avec toute cette palette-là qu'on obtient une richesse, une acculturation et qu'on est les plus performants. Alors Emma, tu es très dynamique sur le chat, super. Alors je sais pas te répondre, qu'est-ce qui est le plus difficile, le concours de gardien de la paix et de police scientifique? Moi je te dirais spontanément et naturellement, passe les deux, tu verras bien. Peut-être qu'il y en a un des deux qui marchera, peut-être les deux, et alors tu auras le choix, mais peut-être inscris-toi aux deux. Je sais pas si tu as un avis sur cette question, moi ça me paraît difficile, mais qu'est-ce qui est le plus dur? Ça dépend aussi de ses compétences, j'imagine. Ça dépend beaucoup du bagage, du bagage universitaire ou scolaire, puisque les concours polyscientifiques sont quand même très marqués sciences, donc il faut quand même avoir une appétence pour la matière. Les concours de police sont peut-être plus juridiques ou plus généralistes. Néanmoins, c'est à chaque fois des concours qui sont exigeants pour des métiers qui le sont aussi, qui le sont également. Donc il y a un niveau quand même à atteindre qui... Je ne peux pas vous dire que ce sont des concours faciles, hein. Les concours de la police scientifique, c'est des concours relevés. Alors aussi notre question, est-ce qu'il y a des obligations de mutation pour les scientifiques? Ça c'est intéressant. Est-ce qu'au bout de quelques années on doit changer ou c'est seulement quand on a envie qu'il y a des... Comment ça se passe? Comment on dit qu'on veut muter géographiquement ou comment ça se passe? Alors en fonction des concours qu'on passe, il y a des concours qui sont ouverts au national, c'est-à-dire pour ingénieurs notamment, on ne sait pas dans quel endroit on sera nommé, c'est sur toute la France. Pour les concours de techniciens, c'est régional. Et ensuite, comme souvent dans l'administration, pour pouvoir prétendre à une progression de carrière, une progression en grade, il est parfois souhaitable de muter, mais pas nécessairement. On peut aussi progresser sans bouger dans un service important comme au SNPS. Il y a des possibilités de commencer technicien et de finir ingénieur ou ingénieur en chef. Le SNPS, le Service national de police scientifique. Mais c'est vrai que généralement, on progressera peut-être plus vite en mutant, en changeant d'endroit ou en changeant de métier ou de spécialité. Après, tout ça, ça dépend de plein de choses. Si on a la charge d'une famille, si on est prêt à découvrir d'autres régions. Mais voilà, la mutation ou les évolutions sur place, tout est possible. Alors, vous avez un fan qui dit bonjour, la police scientifique sont des génies, avec des cœurs dans les yeux. Donc, je transmets les cœurs dans les yeux à toute la police scientifique qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on stream tous ensemble. Continuez à poser vos questions encore. On va rester encore ensemble un petit moment. Moi, j'ai une question que j'avais envie de te poser depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu peux me répondre. Est-ce que quel matériel vous utilisez finalement sur le terrain? Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Est-ce que vous avez un sac d'intervention? Tu nous as montré la lampe tout à l'heure qui était très intéressante, mais est-ce que tout ça c'est mobile et quel est le matériel finalement que vous utilisez le plus au quotidien? Parce qu'on imagine toujours le petit pinceau qui révèle les empreintes digitales. Est-ce que ça existe vraiment? Bien sûr, on a toujours des mallettes d'intervention qui sont prêtes avec nos séries de lampes, notre matériel de protection, comme je vous disais, parce que le principe qui est fondamental et qui est toujours vrai actuellement, c'est le principe de Locard dont je parlais au début. En 1910, il a créé le premier laboratoire et Locard disait un truc qui est toujours vrai aujourd'hui et qui est fondamental pour la police scientifique, c'est l'intensité de l'action criminelle nécessairement entraîne le fait que le criminel laisse des traces de son passage et qu'en plus, il en emporte avec lui. C'est-à-dire qu'en plus, ensuite, sur un suspect, on recherchera s'il a emmené effectivement des fibres de la scène d'infraction, des traces de sang de la scène d'infraction. Il y a ce principe de l'échange. Et donc, nous, pour ne pas polluer justement cet échange et pour ne pas interférer, il y a déjà notre matériel de protection. Ensuite, on a nos agents ont des mallettes avec effectivement les petits pinceaux pour la poudre pour les traces, les empreintes digitales. On a également des matériels plus sophistiqués pour révéler notamment du sang
des sprays, du Blue Star notamment pour révéler des traces de sang. On a des nouveaux produits maintenant comme Sperm Tracker pour révéler des traces de sperme sur des scènes d'infraction. On a toujours des écouvillons, nos petits cotons-tiges pour gratter certains endroits pour essayer de retrouver une trace d'ADN. On a des caméras, on a de quoi faire, comme je vous ai dit, la numérisation de scènes d'infraction. On a aussi une possibilité avec des appareils et des caméras prendre à 360 degrés une scène d'infraction pour nous permettre ensuite de refaire un cheminement sur toute une scène de crime, un cheminement animé qu'on peut montrer à l'audience lors du procès. Et tout ça, bien sûr, c'est 24 heures sur 24. Ça... Enfin, il y a tout le temps des scientifiques d'astreinte parce que ça peut se passer à tout moment. Donc, bien sûr, le sac d'intervention, il est toujours prêt à tout moment pour l'intervention. Prêt. On a des camions spécifiques pour mettre tout notre matériel. Et ce qu'il faut savoir en France, il y a une intervention de police scientifique toutes les 90 secondes. 90 secondes, donc voilà. 1 minute et demie, voilà. Une intervention de police. Donc là, ça fait 1 heure qu'on stream. Ça fait beaucoup d'interventions de police scientifique. Alors, il y a Tintin qui dit... quand est-ce que la police scientifique est apparue en France? Alors, on en a parlé au tout début du stream. C'est plutôt, mais on va pas tout refaire le stream, il faudra écouter Tintin, mais c'est plutôt... 1890, 1900 et le premier laboratoire, 1910. Quel est votre plus beau bijou technologique pour vous assister dans vos fonctions? Ça, c'est... bravo pour la rédaction du post. Hein. Les mots sont bien choisis. Le plus beau bijou technologique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Alors, on a des microscopes qui sont vraiment extraordinaires. Et qui doivent coûter très cher, j'imagine. Voilà, on a vraiment des moyens qui nous sont alloués, qui sont vraiment conséquents. On a à Lyon quelque chose qui est assez unique. On a une chaîne automatisée de génotypage, c'est-à-dire une chaîne complètement automatique qui nous permet de révéler une multitude, des dizaines de milliers de profils génétiques par mois, par an. Donc c'est quelque chose qui nous permet de traiter énormément de prélèvements dans des temps très très contraints. Donc ça, c'est une innovation technologique extraordinaire. Mais sans parler de bijoux technologiques, parfois notamment dans ce plateau-là, dans ce laboratoire, avec des fers à souder ou autres, des compétences électroniques, ça nous suffit pour réussir à travailler sur des objets connectés notamment et à les remettre en marche pour extraire des données. Donc voilà quelques bijoux technologiques qui sont utilisés ici au Service national de police scientifique. Alors je vois qu'à nouveau il y a la question, est-ce que c'est comme dans les séries? C'est pareil, on en a parlé assez longuement tout à l'heure dans le stream, un petit peu plus tôt. Mais voilà, il y a des différences, il y a des points communs. La principale différence, c'est que les scientifiques sont en France hyper spécialisés. Il y a le spécialiste de la balistique, le spécialiste de l'incendie, le spécialiste par exemple sur l'écriture, et que dans les séries, c'est le même souvent qui a toutes les compétences. C'est la principale différence. Et ça va beaucoup plus vite dans les séries qu'en réalité, où on travaille très souvent en urgence, mais on a parfois des délais quand même pour mener les enquêtes globalement. Ça demande un peu plus de temps que ce qui se passe. Les experts en 45 minutes, sauf si c'est en 2 épisodes, sinon voilà. C'est plié. Hein. En plus avec la pub. En réalité, on n'a pas de délai moyen d'enquête. Nous, on s'acharne à trouver les preuves aussi longtemps qu'il le faut. Exactement. Et pour revenir sur les dossiers les plus graves, c'est des choses qui hantent les enquêteurs, qui les habitent. Donc on ne lâchera jamais l'affaire. Et les policiers scientifiques et la police, pour ces affaires-là, on mettra les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut sur la durée. Et on fera tout, on mettra tout en œuvre et on se mobilisera pleinement pour aboutir et résoudre ces cas. On ne lâchera jamais rien, et tout ça pour les victimes. Moi, je vais retenir ta phrase parce qu'elle est vraiment importante, je pense. Juste pour continuer, peut-être pour finir, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. Toi, est-ce qu'il y a une série que tu aimes bien ou un polar, quelque chose qui parle de police scientifique qui, je dis pas qui a déclenché ta vocation, mais que tu aimes bien, ou tu trouves que c'est très pertinent, que tu aurais envie de conseiller aux viewers qui sont avec nous encore? Alors, il y a 2 séries. Il y a une série sur la police qui est, à mon avis, une des séries les plus réalistes et les plus marquantes. Moi, c'était une série qui a quelques années maintenant qui s'appelle The Wire, qui se passait aux États-Unis, qui est une série vraiment sur l'enquête et qui revient aux fondamentaux de l'enquête et au temps de l'enquête, qui parle beaucoup de techniques policières, notamment d'écoute téléphonique, qui explique vraiment les liens entre la police, entre la magistrature, entre les pouvoirs publics. C'est une série qui est, à mon avis, emblématique. Et puis pour ce qui est de la police scientifique, moi j'ai trouvé que Paris Police 1900 revenait notamment sur la création de la police scientifique en France,
au moment du préfet Lépine à Paris, et que c'était plutôt bien vu, avec une reconstitution historique qui était extrêmement réaliste. Merci à toi. Alors, il y a Tintin. Tintin, t'as bien écouté tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'avoir une visite du labo? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où vous ouvrez ce labo qui est vraiment fantastique? Moi, j'ai eu cette chance tout à l'heure de pouvoir le visiter. Je sais pas, pour les journées du patrimoine, peut-être est-ce qu'il y a une journée de la police scientifique? Ça existe, ça, la journée de la police scientifique? Alors non, mais c'est une idée. Il y a des journées de la police nationale. Pour la police scientifique, il y a beaucoup d'événements alors qui sont un peu suspendus du fait de la crise sanitaire. Néanmoins, on participe avec notre bureau de la communication à beaucoup d'actions. Pour Quai du Polar, qui est un festival consacré à la littérature policière à Lyon, il y a des manifestations qui peuvent se dérouler sur Écully. Il y a des journées où on reçoit des stagiaires, beaucoup, notamment dans le cadre de leur cursus, des stagiaires de troisième, des étudiants qui peuvent venir aussi en stage pour des visites, parce que de plus en plus, on cherche à recruter des alternants, des apprentis pour nous aider, pour nous assister. Donc, je pense que quand la situation sanitaire redeviendra un peu normale, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On a beaucoup de demandes de stage, mais il y a des événements dans l'année où nous avons comme des journées portes ouvertes pour des manifestations spécifiques. Donc Tintin, ce que je te conseille, c'est de suivre les réseaux sociaux, peut-être les réseaux sociaux de la police. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Je pense que c'est des moments où on communique, où on dit que c'est ouvert. Donc voilà, c'est une institution qui est ouverte, mais qui est aussi voilà, qui s'ouvre à des moments clés, parce qu'il faut bien que les gens travaillent au quotidien. C'est pas comme un musée. Donc voilà, je pense qu'il faut suivre ces moments clés pour cette visite. Je regarde ce qu'il y a encore dans le chat, mais je pense qu'on arrive vers la fin, qu'on a vu beaucoup de choses ensemble. Si vous avez d'autres questions, je sais que Emma, tu étais très intéressée. Les modos te donnent les coordonnées pour Instagram pour suivre tout ça. On reste encore quelques minutes si vous avez des dernières questions, des toutes dernières questions. Sinon, moi je voulais vous remercier encore d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. D'habitude, c'est le jeudi midi qu'on réalise ce stream. La semaine prochaine, ce sera un petit peu différent. Ce sera jeudi en soirée, même presque en nuit. Je crois que ce sera vers 21h30 qu'on se retrouvera. On fait un partenariat avec Fun Radio pour parler d'un sujet important sur lequel il y a beaucoup de prévention à faire, les questions des violences faites aux femmes. Et des violences sexuelles. Donc on échangera avec les auditeurs de Fun Radio sur ma chaîne Twitch la semaine prochaine en soirée. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver, de toute manière on l'annoncera comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Beaucoup de messages, de remerciements, ça fait plaisir, et surtout moi je les transmets au service national de la police scientifique qui a eu la gentillesse de m'accueillir ici pour la journée. Je vais encore rester un petit moment, donc je continuerai à faire des photos que je vous mettrai en story plus tard. Merci encore à toi, Pierre, d'avoir répondu avec autant d'expertise à toutes ces questions qui étaient très diverses. Et merci à vous d'avoir été aussi dynamique. Un dernier mot pour saluer tous les scientifiques de la police nationale, leur dire qu'ils font un métier fantastique. On l'a vu parce qu'il y avait beaucoup de monde à nous suivre, qui fascine tout le monde. Et merci à eux pour leur travail au quotidien. Merci beaucoup. Et merci encore à toi. Il y a encore des questions, mais on va vous répondre dans le chat, parce que là, on va rendre l'antenne, comme on dit en radio. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Et on vous dit à très bientôt. Et merci encore à la police scientifique de nous avoir accueillis aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.